politique conquérant qui souhaite en fait renverser les civilisations occidentales pour imposer son propre modèle. Pour lutter contre ces personnes-là, je pense que la France et même la coalition occidentale doit mener une politique extérieure qui est cohérente et une politique intérieure qui va dans le même sens. La politique extérieure, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir désigner les personnes et les États qui poursuivent cet objectif politique. Il y a évidemment l'Iran avec l'ayatollah Khamenei désormais. Il y a également la Turquie parce qu'Emmanuel Macron avait subi les mêmes foudres de la part d'Erdogan. Et en fait, lorsque vous avez des fatwas comme ça, c'est-à-dire que comme l'islam n'est pas organisé de façon centralisée, un peu comme avec la religion catholique, avec un pape à Rome, du coup, chaque personne peut se permettre de lancer des fatwas. Et si par cas on a ce type de personnes-là, et comme c'est pas organisé, il faut pouvoir lutter contre tous les différents types d'ennemis. J'espère que Salman Rushdie va pouvoir s'en sortir, parce que c'est un héros pour nous, et c'est un combattant pour la liberté d'expression, et c'est un combattant pour nos valeurs. Mais pour pouvoir défendre ces valeurs, je pense qu'il faut être clair, ferme, et pouvoir lancer des opérations pour lutter contre le totalitarisme islamique. Christian Proutot, une réaction à cette déclaration de la presse iranienne? Charlie Hebdo, c'est-à-dire que c'est une lutte, et moi je le maintiens, c'est une lutte contre la civilisation occidentale, parce qu'en fait l'islam politique est né contre les États-Unis d'Amérique aussi en partie. Et donc il faut pas oublier ce qui s'est passé, parce que au moment où lance cette fatwa, l'ayatollah Khomeini, en fait, s'était opposé notamment sur la question iranienne pour libérer son pays contre la politique américaine d'intervention extérieure. Et je pense que c'est le prémisse de ce qui s'est passé ensuite après avec Al-Qaïda, notamment avec Oussama Ben Laden, et ce qui s'est passé ensuite avec Daesh. Il y a une origine, il y a une continuité dans tout ça. Et je pense qu'il faut insister dessus, parce qu'en fait, lorsque l'ayatollah Khomeini parle, désormais l'ayatollah Khamenei, quand Erdogan parle, même si ce ne sont pas des religieux, notamment pour Erdogan, ils ont une influence sur le monde de l'islam et qui sont une sorte d'influenceurs, et donc du coup ça provoque des conséquences un peu partout. Je faisais le parallèle entre ce qui s'était passé entre Emmanuel Macron et Erdogan. Lorsque Erdogan parlait, vous avez des manifestations anti-France au Pakistan et dans certains pays du monde arabe. Et donc du coup il ne faut pas sous-estimer le fait que l'Iran devient de plus en plus un pays influent comme la Turquie sur cette région du monde, et que bizarrement en fait les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite perdent petit à petit en influence. Quand vous prenez l'arc chiite, c'est-à-dire que l'Iran domine à peu près le Liban, domine l'Irak, domine l'Afghanistan, et ils ont une influence sur tout cet arc-là. La Turquie devient de plus en plus expansive. Et il ne faut pas oublier toutes les personnes qui ont émigré, notamment dans le cadre de la mondialisation, et donc du coup, ils ont certains relais dans les pays occidentaux, comme la France, comme les États-Unis, et comme certains pays européens. Si par cas on ne lutte pas sur le plan extérieur, nous aurons des problèmes intérieurs. Et je pense que le combat qu'il a mené vaut en fait la défense de notre modèle de civilisation sur la question de la liberté d'expression, sur le droit de blasphème et sur nos valeurs en fait républicaines et même universelles qui sont la question des droits de l'homme, qui sont incompatibles avec certaines personnes. Et donc du coup je pense que tant qu'on ne sera pas très clair en disant à l'Iran, en disant à la Turquie, en disant à certains pays, tant que vous mènerez ce type de politique, vous serez ennemi de la France, vous serez ennemi de la coalition occidentale, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe notamment sur la population ouïghour, notamment en République populaire de Chine. On n'a jamais vu Erdogan, l'ayatollah Khamenei ou d'autres religieux de lancer une fatwa sur Xi Jinping ou sur les officiels chinois, alors qu'ils sont très présents en Afrique, comme tu le sais, sur la question des routes de la soie, et personne n'a lancé de fatwa contre les Chinois, malgré le fait, du coup c'est pour ça que je dis que c'est spécifique contre l'Occident. Ensuite après tu peux prendre un autre point, il y a d'autres États qui sont peut-être pas officiellement religieux, mais auxquels la religion a une imprégnance très forte sur la politique, notamment je pense aux États-Unis d'Amérique, et t'as jamais les États-Unis qui attaquent quelqu'un au nom de Dieu ou par rapport à Dieu. Ils disent juste God bless us et God bless the United States, mais ils attaquent jamais quelqu'un ou ils n'ont jamais de fatwa par rapport au modèle de Dieu. Ils défendent leur pays et leur civilisation et leurs intérêts, mais ils ne défendent pas la politique de Dieu. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est notamment le livre important qu'avait écrit Samuel Huntington sur la question du choc de civilisation. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a deux islams, il y a deux modèles religieux et même politiques islam. Il y a ceux qui sont plutôt des pays du Golfe et notamment les pays comme l'Arabie Saoudite menée par Ben Salman. Effectivement, ils mènent des réformes petit à petit, il faut le soutenir dans ce modèle-là. Mais il y a d'autres États qui se saisissent de la religion pour avoir l'emprise plus forte sur la société. Ça se passe dans l'arc chiite, Liban, Iran, Irak, Afghanistan, avec le retour des talibans. Ça se passe de plus en plus dans l'Afrique subsaharienne, notamment au Nigeria avec Boko Haram, Al-Qaïda en Afrique islamique et au Sahel. Et donc, du coup, toutes ces zones-là, on doit pouvoir les défendre parce que ces modes-là, ils sont sur un modèle conquérant sur lequel il veut imposer leurs valeurs et même, non seulement contre la question occidentale, mais aussi contre les autres musulmans et contre toutes les autres civilisations. Mais là où j'insiste vraiment sur la question civilisation occidentale, c'est parce qu'il y a une guerre de modèles, comme le rappelait Huntington, sur le choc des civilisations. Et jamais ils attaqueront la République populaire de Chine et jamais ils lanceront une fatwa sur Xi Jinping pour ce qu'il fait contre les Ouïghours. Jamais ils le feront. Des réactions, messieurs, évidemment. Ça paraît la plus proche. Évidemment, Salman Rushdie est un héros de la liberté d'expression, comme Christian l'a rappelé sur
malgré lui, en fait. Je ne suis pas sûr qu'il a souhaité le devenir. Oui, il le disait. Et en fait, c'est pour ça que moi je disais que c'est une question de défense de modèle, en fait, sur ce point-là. Et après, je ferai même une comparaison avec différentes personnes qui subissent des fatwas. Parce qu'en fait, la fatwa, ceux qui s'arrogent le droit de pratiquer un islam politique, en fait, on modifiait ce que c'était qu'une fatwa. C'est-à-dire que normalement, une fatwa, c'est lancé par un imam, et donc du coup, ça a des codes bien spécifiques. Mais désormais, maintenant, n'importe quel influenceur peut désormais lancer une fatwa. On a des fatwas lancées par des pays. J'ai parlé d'Erdogan, j'ai parlé d'Ayatollah Khamenei, mais également, vous avez des personnes en France qui lancent des fatwas sur certaines questions. Notamment, vous avez l'affaire sur Mila, vous avez l'affaire sur plusieurs personnes, notamment françaises, qui défendaient un certain modèle, qui critiquaient ou qui faisaient des caricatures sur le prophète Mahomet. Et donc, du coup, ces personnes-là sont victimes de fatwas. Ça peut être lancé maintenant désormais par n'importe qui et par n'importe quel influenceur. Ça peut être lancé sur les réseaux sociaux. Mila l'a subi. Ça peut être lancé une fois qu'on critique l'islam politique, ça peut être lorsqu'on défend des positions contre l'intégrisme religieux. Et toutes ces personnes-là, maintenant, sont tous des Salman Rushdie. Et je pense qu'on peut faire le parallèle en disant nous sommes tous Salman, parce qu'à chaque fois qu'on critiquera et qu'on combattra l'islam politique, eh ben on sera tous Salman Rushdie. On le rappelle, Salman Rushdie. Moi, je dirais que la France est faible et que l'Europe est utile. La France est faible parce qu'en fait, malgré l'augmentation des dépenses publiques et des taxes, on n'arrive pas et on déplore souvent le manque de moyens. Et donc du coup, il y a une question d'utilité. Est-ce que notre pays est en capacité en fait de retrouver une politique de grandeur et de redevenir une grande puissance? Est-ce qu'il est possible en fait dans le monde actuel en 2022 que la 6e puissance mondiale dépense 62,5% de sa richesse produite, prélève plus de 55% de la richesse qui est produite, et malgré tout, à chaque fois, on déplore les mêmes choses? Manque de moyens de la justice, manque de moyens des sapeurs-pompiers, manque de moyens matériels, manque d'organisation des services de l'État, et même on parlait de la question réduction des effectifs dans l'Organisation nationale des forêts. À chaque fois, il y a une question de manque de moyens, et pourtant on prélève de plus en plus pour combler. Donc on doit se poser sur comment on fait pour retrouver de la force, de l'efficacité, et retrouver ce qui a fait notre force pendant plus de 1000 ans. Ensuite, après, l'Europe, par contre, a démontré son utilité. C'est-à-dire que quand l'Europe n'agit pas sur des questions de réglementation, elle ne veut pas réglementer tout et n'importe quoi pour montrer qu'elle est utile, et quand elle agit sur des choses qui sont concrètes, elle est en capacité de montrer qu'il est utile à ses États membres et aux habitants de l'Union européenne. Pour ça, en fait, il faut qu'elle se fixe un objectif. Nous, on a publié un rapport sur la question de l'Europe de devenir une superpuissance du XXIe siècle. Et en fait, il faut qu'elle ait un objectif et il faut qu'elle ait une doctrine qui soit très simple, c'est-à-dire démultiplier les efforts là où les États membres ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que quand un État investit il faut que l'Union européenne, avec les autres États membres, puisse investir et doubler la mise, voire tripler la mise, voire multiplier la mise par 10. C'est notamment le cas sur la question des matériels et des incendies. Parce que est-ce que c'est rentable, notamment pour la France, de maintenir une flotte de Canadair de 100, 50, 20, je ne sais pas le nombre nécessaire qu'il faut, pour lutter contre les incendies qui arrivent de façon épisodique et de façon non régulière? Je ne pense pas. Par contre, ce qu'on peut faire, admettons que pour lutter contre ce type de méga incendie, comme l'a rappelé Eric Brocardi, il en faille 10, peut-être que la France en achète 3, l'Italie en achète 3, l'Espagne en achète 3, et peut-être la Grèce en achète 1. Et en fait, on mutualise en fonction de l'arrivée des incendies pour qu'on puisse prêter nos moyens. Et je pense qu'à ce niveau-là, la solidarité européenne et l'Union européenne retrouverait son sens, qui est celle de démultiplier les efforts de chaque État membre. Christian Proutot, est-ce que la France est extrême ? Alors pour savoir si c'est nécessaire, il faudrait savoir quelle est notre consommation d'eau au niveau national. Seulement, il est difficile d'avoir des chiffres et les besoins spécifiques pour chaque agriculture. Moi, je pense qu'on s'est trompé de logique et je pense qu'il faut revenir, non pas à une société, il faut dépasser la question de la société de consommation pour revenir à une société de production. Actuellement, nous sommes en situation de crise alimentaire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et vraisemblablement, la nourriture va devenir une ressource stratégique au niveau mondial. Est-ce que la crise alimentaire que nous traversons ne va pas conduire à un effondrement et un reversement de certains régimes dans les pays africains? En tout cas, le président Malik Sall du Mali était plutôt inquiet, d'autres pays africains sont plutôt inquiets. Si par cas vous avez une déstabilisation de certains régimes, eh ben vous aurez éventuellement des nouvelles vagues migratoires et une crise économique. Tous les sujets sont à peu près liés. Et c'est pour ça que moi je pense que l'Union européenne, et en particulier la France, doit revenir sur une question de la nation agricole pour pouvoir mettre le paquet sur la production. Et donc du coup, pour vous répondre à votre question, il faut mettre le paquet pour soutenir les agriculteurs, non pas pour qu'ils décapitent leurs bêtes ou qu'ils les vendent, mais en tout cas qu'ils puissent les maintenir, en tout cas le plus possible de ce qui est acceptable au vu de nos besoins d'eau et au niveau des besoins d'eau au niveau potable, et notamment pour les besoins de la population et des particuliers, pour après mettre le reste sur la question des agriculteurs, parce qu'en fait, tant qu'on restera une nation agricole autosuffisante et indépendante, on sera en capacité non seulement d'assurer les besoins de la population, et même de soutenir les autres pays pour éviter des crises à venir. Et donc du coup, à chaque fois, on a le même phénomène, c'est-à-dire que la France est toujours en réaction. Et cette fois-ci, ce que je propose, c'est de basculer pour passer, non pas en réaction, mais plutôt en prévision. Paquet pour avoir une nation de production. En fait, actuellement, la société, la PAC est organisée pour assurer des besoins alimentaires minimum au niveau des pays européens. C'est-à-dire que
on assure un certain revenu aux agriculteurs pour produire moins afin de rentabiliser. Et après, on exporte le reste pour réduire au niveau des coûts. C'est ce qu'on appelle la société de consommation. C'est-à-dire qu'on importe des produits au Brésil et dans certains pays, en fait, pour faire une pression par le bas sur la question des coûts, pour que le consommateur ait à payer moins cher. Moi, je pense qu'il faut basculer, il faut faire une nouvelle logique. Je pense qu'il faut passer à une société de production pour avoir un modèle non seulement qui produit, qui assure une certaine souveraineté, une certaine autarcie au niveau agricole pour la population française, et ensuite, après, qu'on puisse l'exporter. Parce que la France est quand même connue dans le monde entier pour sa qualité de vie et son mode de vie. Et donc, on a une question de civilisation à défendre au-delà de la question économique. Et donc, du coup, on a un modèle à pouvoir défendre. Et moi, je pense qu'il faut soutenir les agriculteurs, non pas pour qu'ils se rationnent ou qu'ils changent de modèle. Je pense qu'il faut changer de modèle pour la question économique, pour qu'on puisse exporter nos qualités, nos produits, donc produire davantage et surtout produire mieux, parce que je pense que d'autres pays seraient très intéressés par avoir nos produits. Je pense à d'autres pays d'Europe de l'Est, à des pays d'Europe du Sud et même des pays est-asiatiques qui auront des besoins énormes sur la question alimentaire et qui voudront, je pense, préférer consommer français que consommer brésilien ou d'autres pays d'Amérique latine. Et c'est ce modèle-là sur quoi on décidait. Parce que Christian évoquait la question. L'un des sujets français, c'est d'avoir une vision stratégique de ce qu'on souhaite faire. Aujourd'hui, on dit, voilà, il faut assurer un niveau de vie aux agriculteurs. Mais si par contre on est capable de leur dessiner un modèle, on va leur dire, bah, écoutez, nous on a besoin d'avoir tel niveau de production chaque année, comme ça vous serez rentable à certains niveaux. Et puis il faut qu'on vous aide sur la question de l'exportation. Et ben on rationnera et on utilisera nos ressources stratégiques comme la question de l'eau, comme la question des terres, et même sur la question de notre modèle de production vis-à-vis de l'irrigation pour créer une production qui soit durable et qui soit de meilleure qualité pour aller vers tous ces points-là. Et je pense que les agriculteurs, une fois qu'ils iront vers ce modèle-là, ce seront un peu ils reviendront sur une question industrielle, un peu comme les industriels étaient riches dans les années 60, dans les années 70. Les agriculteurs, on leur permettra de répondre à la question de leur niveau de vie, on permettra de répondre à la question de leur retraite, on permettra de répondre à la question de la bonne alimentation, on permettra de répondre à la question de la ressource stratégique par rapport à la nourriture et même permettre d'assurer la stabilité de certains régimes pour éviter des problèmes à venir. Christian, là, les agriculteurs, ils connaissent pas mal de difficultés en général. La sécheresse, c'est un nouveau coup dur pour eux. Est-ce que... Le changement climatique provoque des catastrophes catastrophes naturelles de plus en plus importantes et de façon beaucoup plus extrême. Et il faut pouvoir réformer notre modèle et changer notre modèle par rapport à ça. C'est pour ça que moi, je préfère parler de dérèglement climatique que de réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte également de lutter contre le réchauffement climatique en transformant notre modèle énergétique et notre mix énergétique vers plus de nucléaire, qui est la meilleure énergie décarbonée, mais également utiliser une partie de notre argent pour faire face aux grandes mutations. C'est-à-dire que vraisemblablement, nous aurons de moins en moins d'eau, des épisodes de sécheresse qui provoqueront des points de tension à certaines saisons sur les questions d'eau. Est-ce qu'il faut transformer notre modèle vers plus d'économie circulaire, relancer la question de l'investissement, notamment pour créer des réservoirs d'eau et réutiliser les eaux non déjà usées et les pouvoir réutiliser dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est une possibilité. Et ensuite, après, vraisemblablement, nous ferons face à d'autres catastrophes qui provoqueront des modèles similaires. Et donc, du coup, vraisemblablement, l'État français doit pouvoir mettre en place, comme ce qui était fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec le commissariat au plan, un grand plan d'aménagement du territoire pour en fait préparer la France et les différents départements sous tension par rapport à ces nouveaux épisodes. Et une fois qu'on fera ça, on sera dans l'hypothèse auquel les agriculteurs seront mieux armés parce qu'ils ont des infrastructures qui sont plus puissantes. Ensuite, sur leur cas spécifique, qui est la question de la réforme, c'est en fait les agriculteurs, au-delà des questions de sécheresse, c'est qu'ils sont en difficulté depuis plusieurs années et depuis plusieurs décennies. On n'arrive pas à trouver un modèle qui leur permette d'assurer un niveau de vie qui soit suffisant par rapport aux besoins de la société actuelle. C'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est la question de passer à un modèle productif et exportateur. C'est-à-dire qu'une fois il y a une qualité de l'agriculture française et notre qualité de nourriture est reconnue dans le monde entier. Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour que les agriculteurs produisent plus et qu'on puisse exporter nos qualités agricoles dans les autres pays afin de leur assurer un niveau de vie qui soit décent et des perspectives? Et moi, ce que je propose plutôt que de proposer la question de la baisse agricole qui est en phase avec la question de la déconstruction et en fait de la décroissance, je pense plutôt qu'il faut faire un nivellement par le haut et proposer une perspective par le haut à ces agriculteurs de meilleure qualité, plus de production, afin qu'ils élèvent leur niveau de vie et puis qu'ils puissent se rêver de nouveau vers le haut. Christian Proutot, Je pense qu'Anne Hidalgo doit arrêter d'emmerder les Parisiens et les Franciliens. Parce que c'est un peu du foutage de gueule ce qu'ils nous font du côté d'Anne Hidalgo et de sa majorité municipale. Effectivement, il faudrait que les Français se restreignent et soient plus raisonnables sur la question de l'utilisation d'énergie. Mais qui a conduit la France, notamment, à faire en sorte qu'on soit en restriction d'énergie à la fin de l'année?
qui a conduit et qui a pris des décisions qui ont démoli notre parc nucléaire, notamment en prenant la décision de fermer Fessenheim et en changeant notre mix énergétique et en ne faisant pas les investissements nécessaires sur les questions de centrales nucléaires. C'était les Verts qui étaient dans la majorité de François Hollande et qui ensuite après ont poussé Emmanuel Macron à prendre ce type de décision. Donc moi je pense que c'est vraiment du foutage de gueule et je pense que les Français ne comprennent pas, comme l'a rappelé Patrick Caram, l'incompréhension de la décision d'Anne Hidalgo. Parce qu'il y a des problèmes de sécurité à Paris et on envoie les policiers municipaux aller davantage fliquer les commerçants que contre les délinquants. C'est un peu la mairie de Paris est fort contre les faibles et faible contre les forts. Ils devraient se concentrer davantage dessus et je pense que François Bersani rappellera que les policiers préféraient faire l'essentiel de leur mission qui est la lutte contre la délinquance et la criminalité. Ensuite, Anne Hidalgo a pris tout un type de décision en fait pour emmerder les Parisiens et pas uniquement les Parisiens mais également les Franciliens. J'insiste dessus parce qu'en fait toutes les décisions qu'elle prend c'est dogmatique pour sécuriser sa base électorale mais elle n'y croit pas du tout à ces types de décisions. Est-ce que Paris a fait des efforts et Paris est devenu une ville plus écologique que quand elle a pris le pouvoir en 2008? Est-ce que les transports fonctionne totalement? Est-ce que tout l'ensemble d'organisations a été pris pour faire avancer vers son objectif de Paris écologique? Je pense que Delanoë était un bon maire et qu'Anne Hidalgo est en train de démolir son héritage à des fins électorales uniquement pour sauver son poste. Et combien de maires et combien d'arbres Je pense surtout qu'il y a un problème de sujet, c'est une question de diversion. Est-ce que si par cas les commerçants ferment leurs portes, on ne sera pas en restriction énergétique à la fin de l'année? C'est ça la véritable question. Et donc du coup, Agnès Pannier-Runacher, la mairie de Paris, prend ce type de décision. Mais est-ce que vous pensez vraiment que si 5 commerçants ou 20 commerçants ferment leurs portes, eh ben les Français n'auront aucune restriction à la fin de l'année? Vous le savez comme moi, William Tess, c'est aussi un exemple. C'est montrer qu'il faut... c'est un exemple, mais c'est une question de mesure, c'est une question de politique énergétique. Ça permet d'éviter de débattre sur la véritable question. Et quand vous prenez le sujet de la politique énergétique, nous on travaille sur cette question-là. Notamment, il y a un sujet qui va être porté, c'est que le fait que l'Allemagne est en déficit énergétique et que la France va donner une partie de son énergie, que ce soit gaz ou autre, à l'Allemagne. Et donc, du coup, les Français doivent se sacrifier eux-mêmes sur la question de la solidarité européenne. On peut le faire, on peut juger que ce soit rentable. Mais en tout cas, ça méritait un débat vis-à-vis des Français. Est-ce que les Français soient en état d'accepter des restrictions pour aider les autres pays européens? C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça permet d'éviter d'interroger sur qui est responsable de cette faillite au niveau énergétique. L'état de nos centrales nucléaires et la question de nos investissements. Emmanuel Macron a relancé le programme d'investissement de centrales nucléaires à la fin 2021, alors que les principaux investissements devaient être faits en 2017 et ils n'ont pas été faits. Dans le même temps, ils ferment des centrales nucléaires et ça permet d'éviter le débat. Moi, je pense que c'est la même tactique de la part d'Emmanuel Macron. Ça s'appelle la culture de l'irresponsabilité dans la mesure où on déporte ses propres fautes sur la faute des Français. Est-ce que c'est les Français qui sont responsables en raison de leur utilisation énergétique, de la faillite énergétique française vraisemblablement d'ici la fin de l'année? Non, les faillites de cette politique énergétique, c'est le gouvernement de ce quinquennat et le quinquennat précédent qui ont conduit à l'abîme. Nous avons un parc nucléaire qui assure une souveraineté énergétique française. C'est-à-dire que chaque année, quand vous preniez la consommation énergétique française, on était excédentaire de 30 à 40 gigawatts par an et qu'on pouvait donner même 20 à 30 gigawatts à l'Italie. Là maintenant, on sera en déficit à la fin de l'année. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que les investissements ont été faits? Est-ce que les bons choix ont été effectués? Est-ce que la question des restrictions porte sur les bonnes personnes? On demande de faire la restriction sur les Français, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Notamment, on peut faire des restrictions, notamment sur la question des administrations ou de certains lieux spécifiques. Moi, je pense que c'est ça le véritable sujet et que le gouvernement va dire ah ben attendez, si on est en restriction énergétique, c'est la faute des pauvres commerçants qui n'ont pas fermé leurs portes sur la question de la clim. Mais c'est vraiment du foutage de gueule. Quand on regarde la consommation énergétique, on sait que ça ne permettra pas d'y répondre, cette question-là. Effet d'annonce, donc, pour vous, William Tess. C'est très sûr quand on regarde... Et diversion, effet d'annonce, et William Tess a raison. Les chiffres sont publics. J'invite les gens à regarder quelle est la consommation des Français sur le site d'EDF. Ils pourront voir le détail et ils verront la consommation des commerçants qui représente 6%. C'est entendu. On va marquer une action immédiate pour y répondre immédiatement, pour donner un signal. Et puis surtout, il faut penser à un plan global pour récupérer les territoires perdus de la République. Sur la question de la justice, en fait, il faudra assurer l'effectivité des peines. On en parle souvent, c'est comment on fait pour, en fait, quand les personnes, notamment sur les questions de guet-apens, je crois que c'est criminalisable maintenant, désormais, donc il faudrait criminaliser ces peines et puis assurer la peine qui est requise, parce que quand une personne risque 10 ans de prison, et ben éventuellement le juge en donne 5, et puis après avec l'aménagement des peines, il en fait 2, voire 1, et puis si par cas il passe en dessous de 1, il assure jamais une peine de prison ferme. Donc assurer l'effectivité des peines, ça repose sur le fait que le juge doit être strict sur les peines qui sont prononcées, et ensuite après de développer les moyens de la justice pour pouvoir prononcer les peines le plus rapidement possible. Ça suppose, d'augmenter le nombre de magistrats, mais également de greffiers et d'assistants judiciaires, et également d'assurer des places et de construire des places de prison pour pouvoir le faire. Ensuite, sur la question des territoires perdus de la République, moi j'ai une doctrine qui repose en 3 mots-clés: reconquête, destruction, reconstruction. Reconquête, c'est-à-dire qu'il faut permettre la reconquête des territoires perdus de la République avec une doctrine qui est très claire vis-à-vis des forces de l'ordre. Vous serez soutenu et le pouvoir politique n'aura pas peur des éventuelles émeutes, parce qu'il faut bien rappeler que sur ces quartiers-là, il y a des victimes. C'est non seulement les policiers, les forces de l'ordre et même les victimes du trafic en île,
mais également les habitants de ces quartiers-là. Et je pense qu'à chaque fois, on a la même question en disant il faut éviter les émeutes. Je pense que les habitants de ces quartiers ne redoutent pas le changement, mais ils attendent le changement pour pouvoir vivre dans des situations de plus en plus correctes. Ensuite, après, il faudra détruire ces quartiers. Parce qu'en fait, tout ce qui est tours, etc., c'est fini. Je pense qu'en plus, c'est moche. On ne va absolument pas avoir un paysage urbain de cette façon-là. Et puis, je pense que ce n'est pas digne pour ces personnes de vivre dans ce type de quartier. Donc, il faut reprendre le paysage, revoir la loi SRU sur la question des logements sociaux pour pouvoir tout démolir et pouvoir tout reconstruire sur les ghettos. Ensuite, il y a un troisième point, c'est la reconstruction, c'est-à-dire que c'est une repose politique, sociale, éducative et sociétale qui permettra de sortir les enfants et afin qu'ils soient plus dans le modèle alternatif vis-à-vis de la République, mais qu'ils puissent goûter au modèle méritocratique. Est-ce qu'il vaut pas mieux que ces enfants aillent dans des internats, notamment méritocratiques, pour qu'ils puissent, parce que les parents ne peuvent pas s'en occuper, pour qu'ils puissent goûter à l'excellence de l'éducation républicaine et qu'ils puissent voir des perspectives qui sont autres que la loi des grands frères et la loi des gangs? Des feux d'artifice qui ont lieu au pied d'une... La différence, c'est qu'il faut regarder les questions de l'efficacité de l'État. Parce qu'on a augmenté le nombre de fonctionnaires et le nombre de fonctionnaires a augmenté des années 80 jusqu'à maintenant plus rapidement que l'augmentation du nombre d'habitants. Je ne sais pas où tu les as trouvés, les fonctionnaires en plus. Demande à la police nationale, demande à la gendarmerie nationale, le déficit. Le nombre de fonctionnaires a augmenté, notamment dans les collectivités territoriales. Auquel à partir des années 2000, il y a 1,5 million de fonctionnaires qui ont augmenté. On n'a pas eu 1,5 million d'habitants supplémentaires depuis le... Non, mais si tu calcules également les regroupements, quand on a réduit les zones, on n'a pas diminué les effectifs. Dans les années 60, de ce que je sache, l'État gaullien n'était pas attaqué tous les jours, il n'y avait pas un manque de moyens, et pourtant, à l'époque du général de Gaulle, on dépensait que 30 à 35% de dépenses publiques par rapport à la richesse. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est à 62,5. Moi, je pense que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'utilisation des moyens. Parce que pourquoi est-ce qu'on a dépensé autant d'argent? On a affaibli l'État social pour agrossir l'État... on a affaibli l'État régalien, pour agrossir l'État social. Je pense que c'est là le cœur du sujet. C'est-à-dire que pour combler nos déficits sur le plan économique, le fait qu'on n'a pas réussi à mettre une politique de l'emploi qui était cohérente, de donner de l'aspérité, de faire un nivellement par le haut, on a comblé ça par la question de l'assistance. Et au fur et à mesure qu'on a surtaxé les classes moyennes, on a abaissé l'État régalien. Je pense que le sujet essentiel de l'État, c'est pas de trouver, de taxer, en fait. On va pas arriver à l'époque de l'URSS, on va taxer 80% de la richesse produite. C'est pas possible. Mais si on te résume la RGPP à faire mieux avec moins, ça veut dire qu'il y a moins de personnes. Non, mais la RGPP, c'est une question différente, c'est une question de faire mieux avec moins. Et moi, je pense que sur les questions, c'est-à-dire qu'on doit faire mieux, mais donc du coup, il faut rééquilibrer vers l'État régalien parce qu'il y a des manques qui sont criants sur la question de la justice, sur la question de la police, sur la question de l'administration pénitentiaire, et peut-être qu'on peut couper dans d'autres administrations auxquelles il y a un surplus. Je vais être cohérent, j'ai écrit un texte qui est en ligne le lendemain du Capitole. J'ai écrit que vraisemblablement Donald Trump pourrait revenir en 2024 et serait vraisemblablement favori. Maintenant, je vais revenir sur la question de la perquisition et puis après, je parlerai de la question de son avenir politique. Sur la question de la perquisition, en fait, il s'est passé la même affaire en 2016 lors de l'élection présidentielle américaine sur la question d'Hillary Clinton avec la suppression des mails à l'époque. Donc, du coup, ce qui était porté, c'est que normalement, la juridiction américaine demande notamment aux anciens ministres et à l'ancien exécutif de pouvoir laisser les archives afin de pouvoir les conserver. Et ce qu'a fait Donald Trump, je pense que c'est par stupidité ou par inconnaissance du sujet, c'est qu'en fait, il a conservé ça comme des trophées. En fait, il a conservé des correspondances avec ses quotients de fait de gloire, comme le disait Christian Proto. Et la question qui c'est de la négligence pour vous ? Je pense que c'est clairement de la négligence quand on se renseigne un peu sur l'entourage de Donald Trump. Et en fait, il a gardé des photos uniquement pour avoir des souvenirs et pour montrer qu'il était très fort et qu'il a réussi à avoir un certain nombre de succès, ce qu'il considère comme un certain nombre de succès pendant 4 ans. Ensuite, la question qui est portée, c'est est-ce que les questions de la judiciarisation de la vie politique va entamer le capital politique de Donald Trump dans les années à venir? Il y a 2 sujets. Premier point, c'est est-ce que ça va faire perdre sa base de soutien au niveau électoral et donc du coup, ce qui peut le faire perdre la primaire des Républicains en 2024 et lui faire perdre l'élection présidentielle? Je pense pas, parce qu'en fait, notamment depuis 2016, à chaque fois, la Chambre des démocrates menée par Nancy Pelosi à l'époque avait tenté des différentes tentatives d'impeachment contre Donald Trump. Et à chaque fois, quand on regarde l'élection de 2016 et l'élection de 2020, Donald Trump a augmenté son nombre de voix. Et donc du coup, la question de la judiciarisation portée sur Donald Trump ne lui conduit pas à perdre un capital de soutien très important. Par contre, il y a un deuxième point qui est problématique pour Donald Trump. C'est est-ce que la judiciarisation et les tentatives d'impeachment sur les questions de fraude fiscale, sur les questions de conservation des documents, peut lui conduire à être inéligible. Et à ce moment-là, c'est la véritable problématique, c'est est-ce que Donald Trump pourra se représenter? Moi, je pense que si Donald Trump peut se représenter, vraisemblablement, il sera favori pour gagner la primaire des Républicains et porter la candidature en 2024. Et vu l'état des démocrates qui vont se prendre véritablement une grande gamelle au mi-terme, il part favori. Par contre, vraisemblablement, il est possible que les juges fédéraux
puisse l'empêcher d'être candidat en le rendant inéligible. Patrick Karam, votre opinion sur ça? Il s'est tiré la folie rationalisée, en fait, il apparaît comme fou pour se rendre imprévisible vis-à-vis des autres pays, en fait, pour adopter une position qui est très rationnelle. Quand on prend l'ensemble de la politique étrangère de Donald Trump, c'était très cohérent. Il adopte une position qui était très dure contre l'Europe pour augmenter les dépenses militaires afin que les États-Unis le portent moins. Sur la Chine, il a adopté des positions qui étaient très cohérentes. La question essentielle pour Donald Trump, c'est est-ce qu'il arrivera à conserver notamment sa question d'éligibilité. Parce qu'ensuite, après, sur la question de la base électorale, nous, on a étudié, on a fait un rapport qui s'appelle La Révolution de Trump, auquel on a analysé sa base électorale. Sa base électorale est la suivante. C'est une partie des républicains et une partie des électeurs démocrates et des personnes qui ne votent pas. Est-ce que les personnes qui sont démocrates, anciens démocrates, qui sont déçus par l'administration Biden et par Obama et par les électeurs qui ne votent pas, vont douter de la question de l'intégrité de Donald Trump alors qu'ils ne font pas confiance sur l'establishment? Quand vous regardez les clips de Donald Trump, il commence ses clips de la façon suivante. Il dit « L'establishment vous a menti, Washington s'en est mis plein les poches pendant que vous travaillez et que vous perdez à chaque fois. » Donc vraisemblablement, il n'y aura pas d'impact électoraux. Puis nous, on a travaillé sur la question. Il a un seul concurrent, Donald Trump, c'est le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Une fois qu'il gagne la primaire des Républicains, vu l'état des démocrates à l'heure actuelle, il gagnera l'élection présidentielle. Donc le vrai sujet aujourd'hui est de savoir quelle est la nature. Moi, j'avais qualifié Volodymyr de Zelensky comme Churchill des temps modernes, parce qu'il était le héros de la démocratie et c'était le seul pôle de résistance par rapport au modèle alternatif qui étaient les États autoritaires. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que depuis plusieurs semaines, sa communication et sa stratégie s'est brouillée. Au départ, il était sur une logique de mobiliser les sociétés occidentales et l'opinion publique occidentale pour avoir une aide matérielle vis-à-vis de l'Ukraine. Est-ce que il était pro-Ukraine et il devient anti-russe ? Là, il devient anti-russe, en fait. C'est la différence et je pense qu'il est en train de perdre pied. Sa stratégie est de moins en moins cohérente, que ce soit sur le plan militaire, diplomatique ou même sur le plan économique. Et même quand il avait ciblé en fait, des entreprises françaises qui continuaient à faire des échanges économiques avec la Russie. Je pense que petit à petit, il est en train de se mettre à dos certains dirigeants dans la mesure où il braque tellement les opinions publiques contre leurs propres dirigeants que certains dirigeants peuvent être tentés, effectivement, en apparence, de faire des promesses de livraison d'armes et d'ensuite de ne pas les délivrer. Je pense que là, il est en train de commettre une erreur dans la mesure où l'Ukraine ne peut pas tenir seule face à la Russie. Ils sont obligés d'avoir le soutien de l'Occident, notamment de l'Union européenne et des États-Unis. Si par cas, il commence à perdre petit à petit ses alliés et que ses alliés commencent à le trouver encombrant de la mesure où il crée plus de problèmes qu'il n'en résout, je pense qu'il prend un risque très important et ce sera peut-être un tournant de la guerre qui a commencé en février dernier. Christian Proutot, changement de... Je pense que ce qui est essentiel, c'est de savoir ce qu'on veut. Si est-ce qu'on veut un cessez-le-feu et protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Est-ce qu'en polarisant le conflit et en conduisant les Russes à soutenir de plus en plus Vladimir Poutine en se sentant victimisés, notamment par l'Occident, est-ce qu'on permettra notamment à la Russie, à l'Ukraine de se mettre autour de la table pour arriver à une sorte de nouveaux accords de Minsk? Je ne pense pas. C'est pour ça que je pense que la stratégie de Zelensky était opportune dans un premier temps. Il sollicitait l'aide internationale pour pouvoir se défendre et pouvoir se battre. Mais au moment où on acculera et on continuera à acculer la Russie, ils vont soutenir leur régime comme ça a toujours été le cas, c'était le cas pour la Seconde Guerre mondiale, malgré Joseph Staline, et malheureusement, ça conduira Poutine à continuer à surenchérir. Merci. On va rapidement